Merci d'être venus nombreux à cette session. On va parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment, plateforme GenAI ou les landing zones GenAI, et comment ça aide à mettre en production, à industrialiser nos cas d'usage GenAI, et le tout dans une conformité et sécurité unifiée. Et pour parler de ça aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné des équipes de Malakoff Humanis qui vont nous faire un retour d'expérience donc sur leur implémentation de la plateforme GenAI et comment ça répond à leurs besoins. Donc je m'appelle Florian Blanc, moi je suis solution architect chez AWS depuis 3 ans. Je m'occupe de nos clients du secteur FSI en France, donc des banques, assurances et mutuelles. Et donc je suis avec Éléonore Eleonore Grosso, donc Data Product Manager AI chez Malakoff Humanis dans les équipes data. et Benoît. Et Benoît, voilà, Benoît Leblanc. Je suis architecte, solution chez Malakoff Humanis. Voilà, je travaille sur les sujets autour de la data, l'IA et l'IA générative, voilà, et on va voir ça aujourd'hui. Exactement. Alors juste avant de commencer, moi je voulais faire un petit sondage. Dans la salle, qui a déjà travaillé sur un POC d'IA générative? Quasiment tout le monde. Maintenant, qui a mis en production l'un de ces POC? Un petit peu moins, mais quand même pas mal de personnes. Et maintenant, qui estime être en phase vraiment d'industrialisation avec mise en production de plusieurs POC au sein d'une plateforme? Beaucoup moins. Donc c'est bien, c'est le sujet du jour, donc c'est parfait. Alors ce slide, il représente un petit peu ce que nous, on a vu avec nos clients, en France, ces 3 dernières années, et ça a commencé finalement il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était en 2023, vraiment c'était l'année d'époque, tout le monde faisait des POC sur l'IA générative. Vous voyez quelques exemples de questions qu'on avait, donc c'était vraiment le début, quel modèle on choisit, comment on démarre et cetera. En 2024, ça a vraiment été l'année de la production, en tout cas pour certains de nos clients. On a commencé à avoir donc des POC qui montaient en production, et avec d'autres questions sur, les coûts, comment je surveille mes coûts, comment je baisse mes coûts, comment je customise mes modèles parfois, comment, je reste, au courant sur cette technologie qui évolue rapidement. Et cette année, je pense qu'il y a plusieurs sujets dont on parle, mais un des sujets, c'est pour moi l'industrialisation. On commence à voir des clients comme Malakoff Humanis qui développent ces plateformes pour vraiment être en capacité de mettre en production un nombre grandissant de cas d'usage sur l'IA générative pour accélérer. Voilà, vous voyez les questions un petit peu qu'on se pose. Donc les challenges courants, que nous, on a recensés aussi, et peut-être que vous vous retrouvez un petit peu là-dedans, c'est qu'on a, voilà, on a des équipes au sein des entreprises qui développent des cas d'usage sur l'IA générative qui sont peut-être dans des équipes, divisées, et derrière, vous voyez sur la droite du slide, on va avoir des architectures peut-être qui sont différentes, qui sont pas faites de la même façon, qui vont commencer à nous créer de la dette technique, alors ce serait dommage. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment cette plateforme centralisée. Ça va être une partie des réponses. On a beaucoup de questions sur la gestion des coûts. Combien me coûte ce workload par workload, en fait, en termes de LLM et même tout ce qui va autour? Comment je limite aussi le budget pour certaines équipes, certaines BU? Enfin, on a différentes questions. Et comment je garde le contrôle? Un contrôle centralisé sur ce qui se passe dans ma plateforme en termes d'observabilité, en termes de conformité, en termes de sécurité, bien sûr. Et c'est ce que Éléonore va nous dire pour le cas d'usage de Malakoff Humanis. Tiens. Merci Florian. Alors, Malakoff Humanis, en quelques mots, donc on est un acteur majeur de la protection sociale. Nous sommes un groupe paritaire et mutualiste, euh, vraiment présent sur la retraite complémentaire, parce qu'on est le premier acteur sur ce sujet, avec 7 millions de cotisants, présent très fortement évidemment sur la prévoyance et la santé, donc avec pas 9 millions de personnes protégées. Et nous allons aussi sur l'épargne. Malakoff Humanis, c'est une entreprise de 10 000 personnes, 1000 collaborateurs qui travaillent avec nous aujourd'hui. Et donc, dans le cadre des transformations que l'on envisage globalement, on s'était déjà penché sur le sujet de l'IA depuis plusieurs années et on a bien sûr pris le virage de l'IA générative. Et donc, pour entrer dans ce retour d'expérience, on s'était vraiment posé la question de comment aborder ce sujet d'IA générative. Et pour démarrer, en fait, on est allé voir nos métiers. Donc, on a fait 2 tournées au niveau des CODIR, des différentes directions, de l'entreprise en 2024. Et en fait, on a recensé 50 cas d'usage, métiers et tech. Donc c'est beaucoup.
Et en fait, on a essayé de les catégoriser et de les qualifier. Donc c'est le schéma que vous avez, heu, ici. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'IA générative, pouvait être intéressante pour beaucoup de thématiques. Le traitement de l'image, traitement de la voix, de l'automatisation. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que pour 51 on est surtout sur le traitement du langage. Et ça voulait dire que dans notre réflexion, pour construire un socle qui répondrait majoritairement à ce besoin, bah, ça allait driver nos réflexions sur les briques qui allaient vraiment être importantes tout de suite pour vraiment avoir l'IA générative comme moteur de notre transformation. Et ce qui était intéressant, j'ai pas représenté ici, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait vraiment toutes les directions de l'entreprise qui étaient intéressées par cette thématique, donc avec les multiples besoins. Et au-delà de ce recensement, on avait déjà plusieurs cas d'usage qui étaient, dans les bacs et qui étaient prometteurs. Premièrement, on avait un assistant généraliste, sans doute plusieurs d'entre vous en ont aussi dans vos entreprises, donc un MIA, notre chat GPT interne et sécurisé, qui était en pilote depuis 2024 et qui était amené à se développer et à progresser. Donc on avait déjà ce cas d'usage-là qui prenait de l'ampleur. Autre cas d'usage, des cas d'usage plutôt spécifiques et personnalisés pour des métiers donnés, notamment autour de comment simplifier la gestion de nos contrats et comment mieux maîtriser les documents juridiques. Donc autre cas d'usage potentiel. Et un sujet autour du RAG. Et on a pareil, on avait plusieurs cas d'usage pour différentes directions concernées, avec notamment des thématiques de recherche en base documentaire, de difficultés et de complexités différentes, et la synthèse, des besoins aussi autour de la synthèse de la voix. Donc tous ces cas d'usage-là qui démarraient avaient à la fois leurs particularités, mais adressaient aussi des besoins, des ressources communes, besoins communs et ressources communes. Et donc, du coup, ça nous a vraiment posé la question de quelle allait être la proposition de valeur de notre plateforme. Et donc, en fait, on s'est dit que c'était vraiment pour un usage in fine pour les collaborateurs de l'entreprise qui vont pouvoir accéder facilement à ces assistants de nature différente, du plus généraliste au plus spécialisé. Et ce, au quotidien dans leurs activités, avec un ancrage dans le poste de travail. Donc, c'était vraiment ça qui nous a drivé. Et donc, au-delà de ça, la question, c'est vraiment, OK, comment on rationalise les besoins qui sont communs? Comment on peut adresser aussi des besoins qui sont spécifiques à certains cas d'usage? Et comment on donne du sens, on crée un socle cohérent autour de tout ça et on simplifie les choses aussi? C'est pas toujours, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'outils qui existent. Donc comment on simplifie les choses pour vraiment accélérer et lancer cet usage de l'IA générative auprès de nos business partners? Et en fait, on se rend compte que les populations vraiment ciblées au quotidien qui allaient travailler sur notre plateforme allaient être les data engineers, les data scientists, les développeurs. Les métiers allaient vraiment être en mode client final, donc la plateforme allait être quasiment transparente pour eux, mais ils allaient le voir, tout l'intérêt via les cas d'usage qu'ils allaient pouvoir utiliser au quotidien. Et enfin, une grande question aussi qui nous a pas mal drivé, pourquoi construire nous-mêmes cette plateforme? On aurait pu partir sur un outil du marché, pourquoi pas. On a fait le choix de la construire nous-mêmes pour les 3 raisons qui sont là. D'abord, on voulait une plateforme qu'on puisse personnaliser facilement et qui serait vraiment adaptée à notre besoin, nos cas d'usage, et notre complexité aussi, peut-être d'entreprise. Et au-delà de ça, le fait de rester souverain sur les choix que l'on allait pouvoir faire d'un point de vue technologique, sur les briques qu'on voulait adresser, sur la direction qu'on voulait donner à notre plateforme, c'était pour nous hyper important. En plus que ça nous permettait de customiser justement les composants en fonction des besoins. C'est vu le camembert sur les besoins, métiers. Donc en fonction des besoins qui allaient s'accentuer, peut-être se transformer, on avait envie d'avoir cette souplesse, pour notre plateforme. Le besoin de rationaliser, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais ce qui est intéressant, c'est surtout le fait de pouvoir moduler, les briques, les ressources qu'on allait pouvoir mettre dans notre plateforme, comment on allait customiser les choses. Donc ce côté interopérabilité qui nous offrait de la liberté entre les choses qu'on allait pouvoir faire nous-mêmes, des composants, des ressources peut-être qu'on pourrait acheter. Ça nous a, beaucoup plu sur, une vision, d'avenir. La rationalisation aussi des modèles, parce que, du coup, voilà, en fonction des besoins, de nos usages, on pourrait aller plus vers certains modèles, peut-être aussi pour des raisons de coût ou d'écologie demain, plutôt que, peut-être d'être, drivé ou d'avoir des choses qui nous seraient imposées. Et enfin,
pour finir, on avait déjà pas mal d'éléments, pas mal d'assets, parce qu'on faisait déjà de l'IA et de la data depuis un bon moment dans l'entreprise. Donc l'objectif, c'était surtout aussi de capitaliser sur ce qu'on avait aussi de notre capacité d'innovation à développer, à déployer des POC dans une méthode d'innovation qu'on connaissait bien et qui nous a semblé aussi adaptée du coup à cette démarche de plateforme. Je vous propose maintenant qu'on passe au choix stratégique et à la démarche d'implémentation et je vais laisser la parole à Benoît. Ah, ouais, c'est bon. Merci Léonore. Voilà, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet en vous montrant hein, l'architecture de notre plateforme, quelques mots hein, sur la démarche utilisée pour construire justement cette plateforme IA générative chez Malakoff Humanis. On parle d'IA générative, donc c'est des sujets nouveaux. Hein, c'est nouveau déjà dans l'absolu et c'est encore plus nouveau pour nous. Il y avait beaucoup de concepts à comprendre, à appréhender. C'est vraiment une rupture technologique. Et en parlant de technologie aussi, de nouvelles technologies qui apparaissaient, peu matures au départ du début du projet, qui était fin 2024. Alors c'est pour cette raison que on a adopté une démarche test and learn en mode make. Voilà, on va apprendre certaines briques logicielles un peu plus élémentaires et on va les intégrer. Et puis ça nous permet, on avance, hein, ça nous permet d'initier la plateforme et de délivrer de la valeur, hein, implémenter les premiers cas d'usage et en même temps d'apprendre. Alors, maintenant, je vais vous montrer la vision d'architecture qu'on a eue au début du projet. Et en même temps, ça va vous donner le périmètre fonctionnel attendu pour répondre justement à la vision produit que nous a adressée Éléonore au début du projet. Il y avait un point fort, elle vous l'a dit. Il y a deux choses. C'est avoir un socle, une plateforme d'hébergement de services, et dans le deuxième temps, profiter, capitaliser sur la plateforme data IA aujourd'hui pour pour fournir des capacités d'inférence et tout ce qui tourne autour de les génératives. Donc voilà. Donc la plateforme, il faut vraiment vous comprendre hein, que la plateforme IA générative, c'est une extension de notre plateforme data IA et on va profiter de tout ce qui a été mis en place aujourd'hui, de tout ce qui a été implémenté sur AWS, notre plateforme data IA et sur AWS. Voilà, en termes de ressources, de tout ce qui a été mis en œuvre autour de l'infraréseau et de profiter de tous les mécanismes, de tous les outils qui ont été mis en place pour le déploiement, l'automatisation, tout ce qui tourne autour de la gouvernance, des aspects FinOps et des capacités d'inférence de modèles. Aujourd'hui, on était sur des modèles IA, il a fallu l'étendre justement pour fournir des capacités d'inférence de modèles LLM. Et c'est là qu'intervient la plateforme IAGEN, et donc d'offrir à des cas d'usage un catalogue de modèles LLM, qu'ils soient donc sur étagère ou des modèles fine-tunés. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu central pour sécuriser l'accès à ces modèles, contrôler les usages et la consommation. Qui dit cas d'usage, Léonore en a parlé tout à l'heure, qui dit cas d'usage dit surveillance de la performance. Ici, on parle de surveillance LLM, et c'est là qu'intervient tout le volet d'observabilité LLM, de récolter le maximum de feedback utilisateur, de logs, de traces, au niveau des applicatifs IA génératives, pour pouvoir évaluer la performance. Donc ça, on est vraiment au niveau du run, et puis en amont et en aval de la phase de run, il y a aussi les évaluations, c'est les capacités donc de mise au point, de test des applicatifs IA génératives. Et c'est là qu'intervient le bloc IA Engineering LLM. L'idée, c'est d'offrir des capacités, des services de haut niveau justement aux applicatifs métiers. Donc typiquement, la capacité d'héberger des services de type RAG, conversationnel, ou des services métiers ad hoc, jusqu'aux capacités à venir autour des systèmes agentiques. Alors, maintenant, concrètement, ça veut dire quoi d'un point de vue applicatif? Voilà, donc ça, c'est une vue globale de notre architecture, donc une vue logique, hein, applicative. Voilà, ça, on va rentrer un petit peu en détail quand même, vous êtes venus pour ça.
Donc là, on va voir, hein, ça, ça permet de décrire les différentes briques open source qu'on va utiliser. Donc ça met en lumière les différents services managés qui ont été nécessaires pour construire la plateforme et le volet intégration au sein de la plateforme Data IA et dans une partie du SI de Malakoff Humanis. Alors justement, il y a la plateforme IAGEN, elle s'articule autour de deux composants majeurs. Le premier, c'est la LLM Gateway. On parle de API Gateway pour contrôler, sécuriser l'accès aux API. Et là, on a LLM Gateway pour justement sécuriser l'accès aux différents modèles LLM par cas d'usage et donc justement de surveiller et de contrôler qui consomme quoi. Les modèles, justement, ce catalogue de modèles LLM, alors, soit on a plusieurs fournisseurs. Voilà, tout ce qui est modèle de type GPT, OpenAI, donc on va aller les chercher sur notre tenante Malakoff Humanis sur Azure. Donc là, on a le modèle de type OpenAI. Et pour tous les autres modèles sur étagère, on va aller chercher en utilisant Bedrock. Et pour tout ce qui est modèle fine-tuné, on se reposera sur le service SageMaker. Un volet important, on y reviendra un petit peu plus tard par la suite, c'est vraiment le volet sécurité-conformité. Et LightLLM nous permet d'insérer dans la chaîne d'appel des contrôles pour détecter des menaces, des nouvelles menaces, voilà, d'injection de prompts, des problèmes de fuite de données, d'hallucination, de biais. Et donc ça s'appelle, donc il est important d'insérer des garde-fous, des guardrails, et on va utiliser pour cela le service Bedrock Guardrails. Et justement, LightLLM propose nativement un connecteur vers ce service manager. Le deuxième composant central de la plateforme IAGEN de Malakoff Humanis, c'est donc tout ce qui tourne autour de l'observabilité et de l'engineering LLM. Et pour cela, on utilise une autre brique open source, c'est Langfuse. Voilà, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de collecter le maximum de logs, de traces, de feedback, et de les analyser, soit pendant la phase de run, soit pendant la phase de build. Et ces traces sont soit récoltées à partir de la gateway, soit des différents codes applicatifs qui sont instrumentés. Voilà. Alors LightLLM et Langfuse ont besoin de services de stockage de bases de données. On y viendra juste après. Je l'ai dit tout à l'heure, la plateforme IAGEN, c'est aussi une plateforme d'hébergement de services et des services de haut niveau, de type RAG conversationnel, à terme de services de type agentique. Et voilà, donc la plateforme permet de déployer ces différents services et de pouvoir y accéder via l'API Gateway de l'entreprise. Ces services ont besoin de ressources, de stockage, des ressources de base de données. Et on y reviendra un petit peu après également, des ressources partagées. Donc la plateforme va mettre à disposition des bases de recherche vectorielles, des bases de type NoSQL pour stocker tout ce qui est historique des conversations ou un stockage de type objet, voilà, pour des besoins purement applicatifs. Et voilà, et donc la plateforme IAGEN, c'est une extension de la plateforme data et on va reposer sur toutes les fonctionnalités transverses qu'on a citées tout à l'heure, sur déjà tout ce qui est les capacités de monitoring. Là, on est plutôt sur du monitoring infra et applicatif. Et après, sur toute la chaîne de DevOps, avec la chaîne CI/CD, l'infra as code, les capacités d'orchestration, tout ce qui tourne autour de la gouvernance ou du volet FinOps, et y compris au niveau de tous les mécanismes qu'on avait déjà mis en place autour de la sécurité pour l'authentification, identification, avec le fait aussi de s'adosser sur le fournisseur d'identité de l'entreprise, qui est Active Directory entre ID. Alors, LightLLM et Langfuse. Alors pourquoi LightLLM et Langfuse? Je vous l'ai dit au départ, en fin 2024, tout début 2025, il n'y avait pas beaucoup de solutions, il y en avait malgré tout. Et pour choisir, on a vraiment fait ça avec méthode. Donc on avait une liste de, quand même malgré tout, de solutions. Il ne faut pas oublier, hein, on est sur une démarche make.
L'objectif aussi, c'était de partir au maximum sur des solutions open source. Et donc, on a fait vraiment une étude comparative avec des tests et des benches. Donc, en partant du périmètre fonctionnel qu'on a décrit tout à l'heure, pendant la vision d'architecture, et aussi avec d'autres critères non fonctionnels, sur aussi cette capacité de se projeter sur un passage à l'échelle, sur des solutions qui devraient être industrialisables, et aussi sur une capacité, aussi sur une facilité de déploiement, y compris sur AWS. Et donc, suite à cette étude, voilà, de façon très objective, les deux solutions qui ressortaient bien, c'était LightLLM et Langfuse, d'autant plus qu'ils s'intègrent bien l'un avec l'autre. Alors, juste un petit focus sur LightLLM et Langfuse d'un point de vue applicatif. En quelques mots, donc ce sont vraiment des solutions qui sont devenues matures maintenant et qui sont scalables. On peut vraiment les industrialiser. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des solutions effectivement pour lesquelles on peut instancier plusieurs nœuds en mode cluster et sur lesquels on peut faire du partage de charges. Donc on peut vraiment se projeter sur un passage à l'échelle et c'est ce qui a été confirmé. Voilà. Après, c'est juste pour information, les différents services, donc de tout ce qui est, pour tout ce qui est autour des besoins en termes de stockage ou de base de données, par exemple, on peut facilement aller les récupérer en service, soit donc sur AWS, soit en service manager, soit en marketplace. Alors, un mot maintenant sur la partie modèle multitenante. On parle de plateforme d'hébergement de services. On doit servir des services métiers, des besoins métiers. Et c'est pour ça qu'on va parler de modèle multitenant, où ici, en fin de compte, le tenant, c'est le cas d'usage. Voilà. Et un des volets importants, c'est la sécurité. Et donc, le fait, c'est d'isoler les cas d'usage entre eux et aussi donc de ségréguer leurs données. Alors, pour y parvenir, donc, il faut avoir en tête qu'il y a plusieurs patterns d'isolation qui sont bien documentés d'ailleurs sur AWS. Vraiment en quelques mots, il y en a 3. C'est soit le mode, soit le... J'ai perdu. Alors, soit c'est le mode où on instancie l'ensemble des composants sur toute la chaîne. Donc, dès qu'on crée un nouveau cas d'usage, on réinstancie l'ensemble des composants. Soit le mode pool, où au contraire, à chaque ressource, on mutualise la ressource pour l'ensemble des cas d'usage. Et après, il y a le pattern d'isolation bridge, qui est un mixte entre ces deux premiers patterns, où on va à la fois mixer donc des ressources qu'on va instancier à chaque cas d'usage et certains qu'on va partager. Voilà. Alors, pour choisir le bon pattern, il y a 4 critères à prendre en compte. Il y a le niveau d'isolation qu'on veut rechercher. Il y a en termes de performance ou de contraintes de sécurité. Le deuxième critère, c'est la variabilité, c'est-à-dire ce qui va être différent d'un cas d'usage à l'autre en termes de paramétrage. Le troisième, c'est cette facilité qu'on va avoir à instancier un nouveau cas d'usage par rapport aux autres. Et le dernier, et pas des moindres, c'est le coût. C'est-à-dire combien ça va me coûter à chaque fois que je vais vouloir rajouter un cas d'usage. Et là, comme c'est écrit, donc chez Malakoff Humanis, on a opté pour le pattern d'isolation bridge. Et on va essayer de mutualiser suivant, dès que possible, suivant les capacités techniques du service. Alors, ça donne ça. L'idée, ça c'est pour illustrer. Donc, à chaque nouveau cas d'usage, on instancie un nouveau workload applicatif ou un nouveau service au niveau. Là, c'est un type d'exemple. Donc, on instancie un ou plusieurs conteneurs pour le nouveau service qu'on va mettre en place, sachant qu'on peut aussi après se baser sur des librairies communes, ce qui a été fait chez Malakoff Humanis. Pour illustrer,
suivant la famille donc, de cas d'usage, comme on l'a dit tout à l'heure, on a besoin de ressources. Voilà, typiquement sur le service RAG, on a besoin de capacités de base de recherche vectorielle ou hybride. Et donc là, on va s'appuyer sur OpenSearch. Et OpenSearch, c'est une ressource partagée pour l'ensemble des cas d'usage. Et à chaque nouveau cas d'usage, en fin de compte, on va créer un nouvel index dans la base OpenSearch et on va utiliser les capacités du plugin sécurité d'OpenSearch pour cloisonner justement, pour ségréguer les données entre vis-à-vis des autres cas d'usage. De la même façon, on a besoin donc de données de stockage objet. Et là, on va créer une nouvelle entrée dans le bucket unique. On a un seul bucket sur la plateforme IA générative. On va créer une nouvelle entrée et on va utiliser toute la gestion des droits avec les rôles et les permissions pour bien cloisonner l'accès à cette nouvelle entrée par rapport aux autres cas d'usage. Un autre exemple, là on parle du service chat pour tout ce qui est conversationnel. Et là, on a besoin de capacité de stockage des données de conversation. Et là, on utilise la base DynamoDB et on va surtout s'appuyer sur ces capacités serverless et on va créer une nouvelle table à chaque nouveau cas d'usage de type chat. Le dernier point, c'est LightLLM. Lui, nativement, il a un modèle de données qui permet de cloisonner les données par cas d'usage. Voilà. Et une des fonctionnalités de LightLLM, c'est tout tourne autour d'une notion de clé. Cette clé va pouvoir servir pour contrôler l'accès du cas d'usage, mais aussi, on va associer à cette clé tout ce qui est justement les modèles utilisables pour ce cas d'usage ou tout ce qui est paramétrage de type rate limiting ou quota lié à ce cas d'usage. Et puis, toutes les données qui vont être récoltées, on va pouvoir les ségréguer en prenant la clé comme donnée de corrélation. Alors, je vous ai parlé plusieurs fois de création de nouveaux cas d'usage. Comment ça se passe et c'est quelque chose qui a été très travaillé chez Malakoff Humanis. Et comme je vous l'ai dit, toujours avoir en tête d'essayer d'automatiser au maximum. Et là, justement, on va s'appuyer sur toute la partie chaîne CI/CD et sur tout ce qui est infra as code. Dès qu'on a un nouveau cas d'usage, il va falloir le créer. Alors, juste en préambule, on se base donc sur la plateforme Data IA et sur tout ce qui tourne autour de la gouvernance et de la comitologie associée. Donc, il faut vraiment que le cas d'usage soit validé. Une fois qu'il est validé, on l'ajoute en tant que le cas d'usage dans les différents assets infra as code de la plateforme avec son paramétrage associé. Et aussi, en parallèle, on crée des rôles, donc des groupes dans notre Active Directory et le pendant des rôles IAM sur la plateforme pour chaque nouveau cas d'usage avec le mapping associé. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut à ce moment-là provisionner ce qui va créer, on l'a vu tout à l'heure, les nouveaux workloads sur la plateforme EKS par exemple, ou les paramétrages liés au cas d'usage dans Bedrock Guardrails. Et puis, suivant, on retrouve nos petits de tout à l'heure, suivant le type de cas d'usage, si c'est un RAG, une entrée, un index, un pass dans le S3, si c'est un chat, une nouvelle table. Et on pilote également les API de LightLLM, justement pour créer cette nouvelle clé et faire les paramétrages, les configurations qui font bien et l'associer à cette clé. Et une fois que tout ça est créé, en complément, pour administrer la plateforme, on va utiliser différentes interfaces des outils. Un petit mot aussi sur les nouveaux rôles qui sont apparus. C'est-à-dire qu'on est sur une extension de la plateforme Data IA, mais en même temps, il y avait cet objectif-là de pouvoir être assez agile. Donc, certes, on est sur le même socle, mais d'être assez agile et avoir un certain niveau d'autonomie pour pouvoir justement créer et déployer des cas d'usage vis-à-vis des cas d'usage Data IA à côté. Donc, il y a deux nouveaux rôles qui sont apparus. Un nouveau rôle IAM qui ont été créés. Donc, c'est les Platform Engineer et AI Engineer, des rôles IAM qui sont endossés par les acteurs quand ils vont se connecter. Et ça leur donne les droits suffisants, suivant ce qu'ils ont à faire,
pour configurer, provisionner, administrer, exploiter la plateforme. Alors, je regarde le temps, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Là, de toute manière, on ne va pas rentrer en détail parce qu'on a déjà vu énormément de choses sur ce que veut dire la mise en production. C'est ça qui est important ici, hein, c'est qu'on n'est pas sur du pilote ou de la maquette, on est vraiment sur la mise en production d'une plateforme et la mise en production de cas d'usage. Voilà, donc pour le déploiement, on l'a vu, important, beaucoup misé sur l'automatisation. La gouvernance, c'est vraiment prendre en compte, donc, dans le processus de gouvernance de vos différents cas data IA, c'est de prendre en compte aussi les nouveaux cadres réglementaires. Et en lien avec cette gouvernance et cette conformité, tout ce qui est au niveau de la sécurité, le volet majeur. Donc la sécurité, il faut que vraiment qu'elle soit design dans la construction de la plateforme, et y compris quand vous designez les nouveaux cas d'usage. Ne pas oublier aussi la prise en compte de nouvelles recommandations, des recommandations que nous avons suivies, qui sont aujourd'hui assez reconnues et de référence. C'est tout ce qui tourne autour de l'OASP, cette fois-ci avec tout le volet qui a été rajouté pour la partie IA générative, et l'activation des guardrails, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Au niveau observabilité, on l'a vu, hein, qui dit cas d'usage IAGN dit observabilité. Et dès le départ, by design. Donc, il faut vraiment le prendre en compte d'emblée et de se dire comment je vais évaluer mes différents cas d'usage, mais au niveau des performances, en prenant en compte aussi en lien avec ce qui était dit au préalable pour tout ce qui est hallucination, biais, etc. Ne pas oublier, et ça a été un des drivers forts, hein, de la mise en place de la plateforme IA générative, c'est de contrôler les usages. Et donc, contrôler les coûts, il faut vraiment maîtriser les coûts. Et dans le run, on a vu de nouveaux concepts, de nouveaux outils, de nouvelles pratiques, de nouveaux acteurs, de nouveaux profils. Donc, il faut penser dans la partie run sur tout ce qui est le RACI avec la gestion des incidents. Ah, cette fois-ci, c'est bon, je laisse la main. Rapidement, tu peux rester avec moi, t'enchaînes après. Non, t'inquiète pas. Donc rapidement, quelques éléments sur les KPI, parce que c'est la question que tout le monde se pose. On a mis en place une plateforme, on a branché des cas d'usage. Comment on mesure tout ça? Donc, on va pas vous mentir, c'est encore un peu frais, tout ça, la mise en prod de notre plateforme et de nos premiers cas d'usage sur notre plateforme. Donc, ça date d'il y a quelques semaines. Donc, on n'a pas encore pour l'instant suffisamment le recul pour pouvoir vous présenter ces chiffres. Donc, rendez-vous peut-être dans quelques mois. En tout cas, on voulait vous partager les éléments de métrique qu'on allait suivre déjà dès maintenant avec LightLLM, en plus de toutes les mesures d'usage qu'on peut faire par ailleurs de manière classique sur un cas d'usage ou un produit qu'on déploie en mode gestion de produit. Et donc là, ce qu'on voulait partager, c'est qu'on a la possibilité de suivre les coûts des ressources consommées par équipe et également par modèle. Et la partie modèle nous intéressait particulièrement, parce que pour nos cas d'usage, des fois, on démarre, on part sur un modèle, et en fait, après, on se dit, OK, mais si j'ai envie de faire du multi-LLM, et peut-être à un moment de switcher sur un ou plusieurs LLM en fonction de la requête, du prompt qui est fait, du coup, il y a une logique aussi de monitoring des coûts et de la performance qui s'instaure. Donc ça nous intéressait particulièrement, avec la possibilité de suivre aussi par clé générée. Ça, c'est un petit peu plus classique. La partie tag, donc on a la possibilité de mettre des tags thématiques par appel. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment utilisé. Même si on a creusé la question, on n'avait pas forcément un besoin. Maintenant, ça existe. Donc, ça peut être aussi une piste intéressante pour justement aller un petit peu plus loin dans le monitoring. Et je repasse la parole à Benoît. Donc cette fois-ci, je reprends la main. Les quelques difficultés qu'on a pu rencontrer et ce qu'on a mis en œuvre pour résoudre tout ça. Il y a beaucoup de challenges. Je vais assez rapidement parce qu'on est un peu pris par le temps. Déjà, au niveau de la disponibilité des modèles, on doit mettre à disposition un catalogue de modèles. Aujourd'hui, notre plateforme Data IA, elle était exclusivement sur Paris. Il a fallu l'étendre sur une autre région en Europe, mais sur une autre région pour avoir un catalogue plus étoffé, surtout plus à jour, plus récent. Pour vraiment les besoins, les besoins métiers. Et rapidement, mais on a déjà dit beaucoup de choses autour de la sécurité, les nouvelles recommandations à prendre en compte,
tout ce qui tourne autour des guardrails, ce qui est vraiment un vrai sujet, tant sur la compréhension de ce qui doit être fait et comment on doit le faire et comment on doit le tester. Voilà, et toujours en restant avec guardrails au niveau de Bedrock Guardrails, juste le petit retour d'expérience sur d'avoir en tête que comme pour un modèle, ben, ça a des limitations en termes de consommation et qu'il faut aussi gérer la notion de quota. Ouais, merci parce que je suis partisan. Donc, il y a eu quand même quelques difficultés, mais surtout, c'est un beau succès. Les premiers enseignements de la construction de la plateforme, bah déjà, il y a eu un objectif de réussite, c'est qu'on a mis en production une plateforme et on a mis en production des cas d'usage. Donc ça, pour nous, déjà, c'est une très grande satisfaction. Après, d'un point de vue technique, voilà, on a bien utilisé LightLLM, LangFuse. C'est révélé un bon choix, des bons outils. Déjà, on a vu pendant l'année 2025, comme c'est sur des briques open source, on a vu vraiment la popularité grandissante et que c'est vraiment devenu des outils aboutis et qu'on peut industrialiser. Courant 2025, d'ailleurs, AWS a sorti une architecture de référence de Soclia, IAGEN. Justement, Florian va vous en parler juste après. Et courant 2025, ils ont opté pour LightLLM. Et plus récemment, ils ont fait une mise à jour et ils ont inséré LangFuse. Comme quoi, ça a été les bons choix. Et justement, côté Malakoff Humanis, il y a eu un cabinet d'audit externe, hein, qui a fait un diagnostic de notre plateforme, de tout ce qui tournait autour de l'IA générative, et ils ont confirmé les orientations et les choix des stacks technologiques. Donc pour nous, c'est une grosse satisfaction. Je pense que c'est bon, c'est à toi, Florian. Merci à vous. Alors, on va juste terminer la session. Il me reste un petit peu de temps. On va parler de la perspective. Comme le disait Benoît, c'est une perspective de Malakoff Humanis, c'est sûrement pour beaucoup de clients, d'évoluer vers des cas d'usage agentiques. Et on va voir comment on va faire ça avec AWS. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui vous parle aussi. C'est que les agents, c'est simple. Enfin, c'est simple. Je fais un POC. Je suis en local, tout fonctionne bien, j'ai mon agent, je le démarre, j'ai question-réponse, tout va bien. Ensuite, quand se pose le problème de la mise en production, c'est là où ça se complexifie, parce qu'on a un certain nombre de tâches qu'on doit réaliser, et c'est exactement les tâches dont on vient de parler, c'est la même chose pour l'agentique. Performance, scalabilité, la sécurité, la gouvernance, enfin, je ne vous fais pas tout le détail, on en a parlé, mais c'est des choses qu'il faut avoir en tête et qui peuvent prendre beaucoup de temps. Et peut-être que ça résonne aussi sur vos parcours personnels. Et c'est là, justement, où intervient Agent de corps. Alors, qui a entendu parler d'Agent de corps depuis ce matin? Beaucoup de monde. Alors, je vais aller assez vite, de toute façon, il me reste peu de temps. Agent de corps, donc pour justement simplifier toute cette partie de la mise en production. Vous avez le runtime en haut, qui est la brique, on va dire, principale, qui va être un environnement de calcul pour héberger vos agents, et qui va être entouré d'un certain nombre de modules. Vous voyez qu'Agent de corps en fait vient en briques, hein, un peu comme on a l'habitude sur AWS. Donc vous allez pouvoir augmenter un petit peu cette partie runtime avec tout un tas de briques. Donc la partie mémoire qui est hyper importante, comme vous le savez, la partie observabilité, on en a parlé, MCP, on en a parlé très peu, mais Gateway avec la possibilité d'étendre avec des serveurs MCP. L'identité pour la partie autorisation, etc. Donc vous avez le cœur runtime avec toutes ces briques autour. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir utiliser une ou plusieurs ou la totalité de ces briques en fait selon vos besoins. Et surtout, vous allez pouvoir utiliser les frameworks que vous connaissez et que vous aimez déjà. Donc il y a quelques exemples. Alors évidemment, LangGraph, CrewAI, etc. Donc ce que vous connaissez, Strengths peut-être, c'est qui est un framework AI aussi backé par AWS. Et sur la partie modèle également, Bedrock, mais pas seulement Bedrock, hein, comme le disait Benoît aussi, si vous avez besoin d'appeler de l'OpenAI, c'est possible aussi. Donc cette partie runtime, comment elle fonctionne? Alors là, on va vraiment se mettre dans le cas d'usage. J'ai la plateforme Generative AI de Malakoff avec du LightLLM. Comment je mets ça en place? Alors vous allez voir, je vais vous montrer ça rapidement, et vous allez voir que c'est simple. Là, j'ai utilisé Strengths en fait pour mon cas d'usage. Donc j'utilise Strengths, je crée mon agent.
Vous voyez que c'est simple et vous voyez que surtout, il y a une bibliothèque pour LightLLM. Donc là, vous allez pouvoir directement vous plugger sur un endpoint LightLLM comme le fait Benoît. Donc voilà comment on fait, on définit API key, le endpoint, etc. et on déploie son agent. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, maintenant, je veux intégrer ça avec Agent Core Runtime. Donc comment je fais ça? C'est simple, donc j'ai un import à faire ici en haut. J'ai mon application à initialiser ici, la deuxième partie en souris. Je définis mon entry point, donc qui est ici la fonction invoke, qui est là. Et dernier point, je run mon application. Voilà, il y a 4 lignes, vous ajoutez les 4 lignes, vous intégrez ça avec runtime. Maintenant, je vais vous montrer ça en pratique directement. Alors, j'ai déployé, là pour la démo, j'ai déployé comme vous voyez, mon endpoint LightLLM sur lequel j'ai un modèle qui est activé, donc ici en l'occurrence Claude 3.7 Sonnet. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est donc créer cet agent comme je vous ai montré. Donc là, j'ai mon agent, donc je lui pointe vers mon endpoint, j'ai mon API key que j'ai défini. Donc voilà, c'est exactement le même bout de code que je vous ai montré dans le slide d'avant. Donc on voit la partie LightLLM ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, donc là, la création de l'agent se fait en une ligne de code. Donc derrière, je vais pouvoir commencer par déjà faire fonctionner mon agent en local, aller interagir avec ce endpoint LightLLM et le faire tourner en local. C'est la première étape. Donc, je suis en train de run, voilà. Donc, j'ai posé une petite question et il me donne sa réponse. Donc, jusque-là, tout va bien. La deuxième étape, ça va être maintenant d'intégrer cet agent avec Agent Core. Donc là, en fait, donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc c'est exactement le même fichier qu'avant. J'ai juste rajouté les 4 lignes dont je vous ai parlé. Celle-ci. La partie ensuite où j'initialise mon application. Donc tout ça, c'est identique. Voilà, ça ne change pas. La partie où j'initialise l'application, qui est ici l'entry point ensuite, qui est la fonction de point d'entrée en fait de mon agent. Et dernier point, la partie run, juste ici. Donc, j'ai 2 étapes à faire. La première, c'est que je vais configurer en fait mon agent. Donc là, vous voyez, j'utilise le SDK Agent Core d'ailleurs, mais vous pouvez utiliser Boto 3 si vous voulez, c'est possible aussi. Je configure mon agent, donc il me pose quelques questions sur alors les rôles que je vais vouloir utiliser, le repository ECR, parce que vous avez vu que ça crée une image Docker, donc on va aller déposer cette image Docker dans le repository. Les dépendances dont j'ai besoin, la partie autorisation, bon, je laisse tout par défaut pour les besoins de la démo, mais ça peut être personnalisé. Donc là, l'agent est configuré. Qu'est-ce que ça veut dire configuré? J'ai un fichier de configuration YAML, là, vous voyez, qui définit un peu tout ce que je viens de paramétrer. Et second point, il m'a généré un Dockerfile, donc qui va me permettre de faire tourner mon agent, tout simplement, par la suite. J'ai mon Dockerfile qui a été généré. Donc maintenant, je veux déployer évidemment cet agent dans Agent Core Runtime. Donc là, je fais un Agent Core Launch. Et en fait, donc, ce qui se passe en background, c'est qu'on a un build, code build qui se lance. On va aller déposer l'image dans un repository ECR. On va aller démarrer la partie runtime. Ce qui est intéressant avec runtime, vous avez peut-être déjà lancé des agents avec du conteneur classique ou du lambda. Donc là, vous avez vraiment un environnement dédié aux agents avec ségrégation. Vous avez une isolation des sessions, par exemple. Vous avez une isolation complète de la mémoire. Vous avez du long running jusqu'à 8 heures si vous avez besoin. Vous avez le support du streaming. Donc tout ça, c'est fourni avec. Donc là, j'ai coupé un petit peu. Ça prend 2-3 minutes. Mais une fois que c'est terminé, on a notre agent qui est déployé, vous voyez qu'on est sur la console, j'ai mon endpoint. Les endpoints sont versionnés aussi. À chaque fois que je vais faire des modifications, je vais avoir des versions qui vont s'incrémenter. Et en fait, ça va me permettre aussi de pouvoir revenir en arrière en cas de besoin. Alors là, je montre juste voilà, ce qui se passe en fait sous le capot finalement. Donc on voit qu'on a le build code build qui a été créé, etc. Donc tout ça, c'est lors du déploiement. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui se passent sur votre compte. Et donc voilà, maintenant mon agent est déployé et je peux l'invoquer. Donc c'était la dernière partie.
Donc, je l'invoque à travers Agent Core Runtime et donc je reçois la réponse. Alors, ce qui est hyper important, et Benoît en a parlé longuement, c'est la partie observabilité. Là, vous voyez, on a des dashboards d'observabilité intégrés donc, via CloudWatch. Vous avez l'habitude, sur lequel on va retrouver les métriques et sur lequel on va retrouver aussi du détail sur les sessions. Donc là, je vous montre ce qu'on a nativement dans CloudWatch. Mais en fait, ce qui est pas mal aussi, c'est que si vous avez des solutions comme Langfuse et que avec OpenTelemetry, vous pouvez en fait venir plugger la partie observabilité là-dessus. Donc vous pouvez l'utiliser. Si vous préférez Langfuse parce que ça correspond mieux à vos besoins, vous pouvez l'utiliser. C'est pas un problème. Donc là, ce que je montre, oui, voilà, c'est le détail des sessions. Donc la session avec mon agent, vous voyez. Et si on clique sur la session, on va avoir un détail après vraiment assez poussé de traces sur les interactions que mes utilisateurs ont avec l'agent. Donc c'est assez important quand on parle d'agentique parce qu'on veut donner de l'autonomie à la partie IA, mais il faut bien sûr pouvoir le contrôler et pouvoir voir ce qui se passe à tout moment. Donc vous voyez qu'on a quelque chose d'assez détaillé là dans CloudWatch. Et je pense qu'on peut avancer. Donc voilà pour cette petite démo. Donc comment on intégrerait la partie agentique avec une plateforme qui utiliserait LightLLM. Moi, j'ai quelques QR codes à vous faire scanner là pour terminer la session. Benoît mentionnait tout à l'heure une solution AWS qui a été publiée, qui ressemble beaucoup à la plateforme qu'ils ont montée. Donc effectivement, j'ai mis le petit schéma ici, et si vous scannez le QR code, vous pouvez atterrir sur la solution. Donc si vous voulez monter une plateforme un peu similaire, c'est tout à fait possible et vous avez tous les détails là-dessus. Et voilà ce qui conclut la session aujourd'hui. Merci beaucoup. Dernier QR code à vous faire scanner, c'est celui-ci pour nous faire un retour si vous avez apprécié la session, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à le scanner, à nous faire un petit retour, ça prend 30 secondes. Merci beaucoup.